Sous ma peau, la vie. Témoignage d'un homme face à une maladie génétique invisible. Ce livre n'est pas un roman, pas un essai, pas un journal. Il est tout cela à la fois. Il est un cri sourd, un appel, un témoignage. J'ai mis longtemps à l'écrire, parce qu'il fallait que je vive pour pouvoir en parler. J'écris pour Léa, pour Pascal, pour ceux qui m'aiment, me portent, ou tendent la main. J'écris aussi pour celui que j'étais, enfant, adolescent perdu, adulte en colère, malade en sursis. Pour dire que rien n'est figé, que la vie, même cabossée, mérite d'être vécue. Ce livre est une trace, une empreinte, peut-être un phare pour d'autres. Cédric Balcon-Herman. Je vous propose gratuitement un échantillon. Le commencement invisible. Je ne saurais dire exactement quand tout a commencé. Il n'y a pas eu de fracas, ni de cris, ni d'alerte. Juste un ralentissement diffus, comme une rumeur intérieure que je n'ai pas su écouter tout de suite. Mon corps, jusque-là fidèle compagnon, a commencé à se taire. À ne plus répondre comme avant. À émettre des signaux faibles, que je prenais pour de la fatigue, du stress, des petits mots passagers. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que quelque chose ne tournait plus rond. Un essoufflement persistant, un poids thoracique étrange, des sensations fugaces mais répétées. Comme si mon organisme m'envoyait des messages codés que je refusais de décrypter. J'avais 30 ans passés, une vie active, des projets, des engagements, des responsabilités. Rien ne laissait présager ce glissement silencieux vers la maladie. Je n'ai pas consulté tout de suite. Parce qu'on ne consulte pas pour pas grand-chose. Parce qu'on minimise. Parce qu'on se dit que ça va passer. Mais le corps, lui, ne pardonne pas l'indifférence. Il continue, stoïque, à s'altérer. En sourdine. Les premiers signaux, au début, ce sont des détails. Rien d'alarmant, rien qui fasse dire « ça ne va pas », mais des choses qui s'accumulent, lentement. Un vertige, un jour. Une douleur au mollet, un autre. Puis un manque de souffle en montant des escaliers pourtant familiers. Une fatigue étrange, qui ne passe pas, même après une bonne nuit de sommeil. Et ce cœur qui s'emballe sans raison, comme s'il courait à ma place. Je n'ai pas compris, ou plutôt, je ne voulais pas comprendre. Parce que comprendre, c'était ouvrir une porte sur l'inquiétude. Et je n'étais pas prêt. J'ai changé mes habitudes, moins de trajets, moins de marches, plus de pauses. J'ai trouvé des excuses, sûrement le stress, un virus, la chaleur. Mais mon corps continuait de me parler, et moi je faisais semblant de ne pas l'écouter. C'était insidieux, pas de douleur franche, pas de moment de rupture, juste une dérive lente, comme un fleuve qui sort de son lit sans fracas. Et puis un jour, je me suis assis, et je me suis dit, ce n'est plus normal. Ce corps, ce n'est plus le mien. Ce jour-là, j'ai su. Il y a toujours un jour. Un moment précis où le déni cède la place à la lucidité. Un basculement. Je me souviens de ce jour. Je marchais dans une rue ordinaire, sous un ciel de fin d'hiver. Et soudain, mon souffle s'est coupé. Pas comme après une course ou un sprint. Non, un étau invisible sur mes poumons. Un vide dans la cage thoracique. Une douleur brève, mais claire. Je me suis arrêté net. Je n'étais plus dans mon corps comme avant. Je n'étais plus un homme en mouvement. J'étais un être en sursis, suspendu à un souffle incertain. Ce soir-là, j'ai eu peur. Pour la première fois, une peur sourde, sans cri, mais ancrée profondément. Je me suis allongée, et j'ai attendu. Quoi? Je ne sais pas. Peut-être que ça passe. Peut-être que ça recommence. Peut-être que c'est le début de quelque chose que je ne pourrai plus ignorer. Quand le miroir ne reconnaît plus, il y a un moment où l'on cesse de se reconnaître. Pas seulement physiquement, mais dans le regard que l'on porte sur soi. Un déplacement intérieur, comme si l'âme ne collait plus tout à fait au corps. Je me regardais dans la glace et quelque chose avait changé. Pas grand-chose à l'œil nu, mais une opacité dans le regard, une tension au niveau des mâchoires, une fatigue sur la peau. Un genre de décrochage. Je n'étais plus moi, ou peut-être que je devenais quelqu'un d'autre, sans l'avoir décidé. La moindre tâche devenait un défi. Lasser mes chaussures, porter des courses, monter 2 étages, rien d'héroïque, mais rien de naturel non plus. Je compensais, je m'adaptais, je ralentissais, en silence. Il n'y avait pas encore de mots sur ce que je vivais. Pas de diagnostic, pas d'explication, juste un trouble diffus, logé quelque part entre les artères et les nerfs. Et cette sensation d'être seul dans un corps qui ne m'appartenait plus vraiment. Le jour où j'ai appelé, il m'a fallu du temps pour décrocher le téléphone. Des semaines, peut-être des mois. Parce qu'appeler un médecin, c'était franchir une ligne. C'était admettre que je ne contrôlais plus, que mon corps me résistait. Je me rappelle de ce jour. Simple, un matin comme les autres, sauf que, non, justement, ce matin-là, le souffle ne revenait plus. Même après le café, même après la douche. Je m'étais habituée à l'oppression, mais là, elle restait, sourde et pleine. Alors j'ai composé. Une secrétaire a répondu, d'un ton neutre. Le généraliste pouvait me voir le lendemain. Dans la salle d'attente, je me suis senti vieux, usé, comme si quelque chose s'était cassé entre l'idée que j'avais de moi et ce que j'étais devenu. Le médecin m'a ausculté rapidement.
Il a pris ma tension, mon pouls. Il a écouté mes poumons. Il a noté, puis il a dit cette phrase étrange, je ne suis pas inquiet, mais je ne suis pas rassuré non plus. Et il m'a prescrit des examens. Je suis ressortie avec une ordonnance, mais surtout avec un vertige. Celui de l'attente, celui du « et si ». C'était le tout début, et je ne le savais pas encore, mais rien ne serait plus jamais pareil. L'attente muette. On n'imagine pas à quel point l'attente peut user. Ce n'est pas seulement l'inquiétude. C'est l'entre-deux, cette zone grise où rien ne se décide, où tout est suspendu. Je passais mes journées à fonctionner comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, une mécanique tournait en boucle. Et si c'était grave? Et si ce n'était rien? Et si c'était juste le début d'autre chose? Les examens se sont enchaînés. Des prises de sang, des électrocardiogrammes, des radios. Des médecins au regard flou, au ton prudent. Des phrases trop vagues, des silences trop longs. J'avais l'impression que tout le monde savait un peu, mais que personne ne voulait me le dire clairement. Ou peut-être qu'ils ne savaient pas vraiment non plus. Je dormais mal, je faisais semblant de vivre normalement. Mais je m'éloignais de moi-même, petit à petit. Comme si mon corps se faisait l'écho d'un secret que je n'arrivais pas à formuler. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Quelques lignes, des pensées jetées sur un carnet. Pas pour comprendre, pas pour être lu, mais pour ne pas me perdre. L'inquiétude des autres. À cette époque, en 2009, je ne parlais pas. Je gardais tout pour moi. Je vivais avec la mère de ma fille, dans un équilibre fragile, parfois glaçant. Une relation distante, vidée d'émotions, où les mots pesaient plus que les gestes. Tout devait rester à sa place. Alors je me taisais, même quand les douleurs sont devenues trop fréquentes, même quand la fatigue me pliait en deux, même quand mon souffle se coinçait, sans prévenir. Personne ne me demandait si ça allait vraiment. Et moi, je jouais mon rôle. Celui du père présent, du conjoint fonctionnel. Même si rien ne fonctionnait. Pas dans mon corps, et plus vraiment dans ma vie. Ma fille, elle, n'avait qu'1 an. Elle dormait contre moi parfois, sa chaleur contre mon torse, sa respiration paisible. Et dans ces moments-là, je me raccrochais. À sa peau, à son odeur, à cette forme brute d'amour que rien ne pouvait altérer. Je me disais, tiens bon, pour elle. Mais la vérité, c'est que je m'inquiétais en silence. Et que personne, vraiment personne, ne voyait que quelque chose clochait. Le déni tranquille. Il m'a fallu du temps pour reconnaître que je n'allais pas bien. À cette époque, je vivais dans un déni fonctionnel. Je travaillais, je m'occupais de ma fille, je faisais les courses. Je remplissais les cases, mais à l'intérieur, le corps envoyait des signaux, de plus en plus clairs, de plus en plus urgents. Le souffle court, les douleurs thoraciques, les jambes lourdes. Je mettais ça sur le dos du stress, du manque de sommeil, d'un surmenage ordinaire. Et j'encaissais, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'on peut mourir lentement, sans bruit. L'étrangeté du corps, il y avait des moments où je ne reconnaissais plus mon corps. Un pas, et l'impression d'avoir couru un marathon. Un étirement banal devenait une crampe. Une marche de 10 minutes me laissait épuisé comme après une grippe. Je me regardais dans la glace sans me reconnaître. Pas à cause de mon apparence, mais à cause de cette dissociation intérieure. Comme si mon corps était devenu un inconnu, un adversaire invisible. Ce qu'on ne dit pas. Je ne parlais à personne de ce que je ressentais. Pas à ma compagne de l'époque, qui ne posait pas de questions. Pas à mes amis, que je voyais de moins en moins. Je ne voulais pas inquiéter, ni passer pour un hypocondriaque. Alors je me taisais, je souriais, je faisais des blagues. Et je me repliais, un peu plus chaque jour. Je devenais l'ombre de moi-même, mais je faisais semblant d'être entier. L'impossible abandon. Une partie de moi savait qu'il fallait consulter. Mais je reculais, parce que je n'avais pas le temps, parce que j'avais peur. Parce que je sentais que si je mettais le doigt dedans, tout le reste suivrait. Et pourtant, je sentais que ça empirait, que les signaux s'intensifiaient, mais j'avais peur qu'un médecin mette des mots définitifs sur l'indéfini. Le corps cassé. Je me souviens d'un matin en particulier. Je me suis réveillé en sueur, le souffle court. Le cœur cognait comme une alarme sourde. Et mes jambes refusaient de me porter. Je me suis assis par terre, contre le mur de la salle de bain. J'ai attendu que ça passe. Ça a duré 10 minutes. Ou peut-être une éternité. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce n'était plus normal. La première prise de sang. C'est à la suite de cet épisode que j'ai accepté de faire une prise de sang. Rien de spectaculaire, juste une vérification de routine. Mais au fond de moi, je savais que ce serait le début d'un long chemin. Je suis allée au laboratoire seule. Je n'ai rien dit à personne. Et quand les résultats sont arrivés, je n'ai pas tout compris. Mais je savais que quelque chose clochait. Et que le silence ne tiendrait plus longtemps. L'inquiétude prend corps. Les jours suivants, les symptômes ont pris de l'ampleur. Le souffle court est devenu une oppression. Les douleurs diffuses sont devenues persistantes. Et ma fatigue est devenue une compagne de route. Je continuais à vivre comme si de rien n'était, mais tout en moi criait. Et personne n'entendait, parce que je ne disais rien, parce que j'avais appris à encaisser. Un monde qui bascule. Puis un jour, tout a basculé. Le téléphone a sonné. Un médecin, calme mais ferme, m'a demandé de venir en urgence.
Un chiffre dans mes analyses l'avait alarmé. Ce fut le premier rendez-vous d'une longue série. Le début des examens approfondis. Des mots nouveaux, des hypothèses, des peurs, et de ce basculement progressif dans une vie que je n'avais pas choisie. Chapitre 2. Comprendre l'incompréhensible. L'errance commence. Prochainement.